Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième entretien sport santé prévention, une initiative des services de l'État, de la DRAGES Hauts-de-France et de l'ARS Hauts-de-France. Donc ravi de vous retrouver après une rentrée très animée, très dynamique, qui a évidemment fait suite à de merveilleux Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous nous retrouvons toujours un 30 du mois, donc ce lundi 30 septembre, dans le cadre, évidemment, pour faire écho à la grande cause 2024 qui nous anime toutes et tous, autour du sport santé, autour de l'activité physique, autour du sport au quotidien. Il nous paraissait important aujourd'hui de développer le sujet qui nous rassemble aujourd'hui autour des mobilités actives et des mobilités douces. Je rappelle que les mobilités douces comprennent l'ensemble des mobilités actives dont on va parler, en ajoutant évidemment les transports en commun. Donc ce sujet qui est au cœur de l'actualité, qui est au croisement à la fois d'enjeux liés à la santé, évidemment, à des enjeux liés à l'environnement, mais aussi des enjeux liés à l'économie, au pouvoir d'achat, sujet qui est évidemment majeur aujourd'hui. Donc ravi de vous retrouver avec toute l'équipe d'organisation, l'équipe de la DRAGES Hauts-de-France, l'équipe de l'ARS, et puis l'association Planet Running and Walking qui porte techniquement ce beau projet. Nous sommes au cœur d'un des lieux emblématiques du sport en Hauts-de-France, donc l'Arena Stade Couvert de Liévin, qui est partenaire et que je remercie. Donc on va vous proposer aujourd'hui, avec l'ensemble des collègues, une approche en niveau. Tout d'abord, vous aurez le point de vue des services de l'État, avec notamment donc Ulysse Perrin-Morales, qui est donc le responsable chef du pôle sport au sein de la DRAGES Hauts-de-France, qui vous parlera un petit peu évidemment du plan vélo et marche, qui vous parlera également de tout ce qui est lié autour du sabre roule à vélo, notamment si stratégique sur ces sujets de mobilité active. On aura ensuite, dans un deuxième temps, la dimension aussi autour de l'académie, autour de la recherche, et on a la chance d'avoir Antoine Noël Racine, qui sera avec nous en distanciel, qui est maître de conférence à l'université de Côte d'Azur et qui est vraiment un expert sur l'impact de l'activité physique sur notre santé, sur notre capital santé. Vous verrez que c'est passionnant. Et puis nous aurons enfin l'intervention d'une personne de la Fédération française d'athlétisme pour parler notamment avoir aussi la voix du mouvement sportif pour avoir un peu quelle est la mise en œuvre de toutes ces dynamiques au sein du mouvement sportif, avec une illustration avec la Fédération française d'athlétisme autour notamment de la marche et de la marche active. Voilà. Alors, juste pour resituer, avant de laisser la parole à Ulysse Perrin-Morales, aujourd'hui, 74% de nos trajets domicile-travail se font en voiture. Et pourtant, 2% de ces trajets font moins de 2 km. Donc ça nous incite quand même à repenser évidemment nos déplacements du quotidien. 33% des déplacements domicile-travail sont inférieurs à 5 km. Quand on voit le temps qu'on passe, quand on voit les embouteillages dans des métropoles notamment. Et évidemment, il y a une inégalité territoriale puisqu'on sait que 90% des personnes qui habitent en milieu rural utilisent leur voiture. Ce qui n'est pas le cas évidemment dans les métropoles. Et que globalement, à plus de 80%, la voiture reste reine dans l'ensemble de nos territoires en France, en dehors de l'Île-de-France et de Paris. Et pour finir, les derniers chiffres un petit peu promus par l'État, 43% des automobilistes donc, qui utilisent au quotidien la voiture pourraient se déplacer davantage à pied ou à vélo. Donc bref, c'est un sujet stratégique que l'on a vu arriver avec à la suite du Covid, que l'on voit aussi se développer fortement à travers la multiplication des pistes à vélo, et on va le voir un petit peu plus dans le détail. Donc je remercie Morales et je vais, Ulysse, te laisser la parole par rapport au positionnement et puis encore une fois au plan stratégique de l'État. Merci. Merci Thibaut, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un honneur d'être ici dans le temple de l'athlétisme à Liévin. Comme l'a évoqué Thibaut, aujourd'hui une prise de la parole de l'État pour présenter quels sont les tenants et les aboutissants et la stratégie qui est mise en œuvre par les acteurs publics pour permettre l'apprentissage
du vélo aux jeunes de 6 à 11 ans. Vous verrez qu'on a une politique publique qui est tournée autour de ce public-là pour pouvoir les rendre autonomes et qu'ils puissent par la suite utiliser ce type de mobilité active tout au long de la vie. Mon intervention se fera en 2 temps. Premièrement, je ne serai que le porte-voix de ma collègue Sophie Beauchard de la direction des sports, donc hébergée au sein du nouveau ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, qui est malheureusement aphone aujourd'hui. Donc je serai son porte-voix pour donner le cadrage de la part du ministère, expliquer dans les grandes lignes et quelle est la stratégie ministérielle et de cette politique publique d'apprentissage du vélo pour les jeunes. Et ensuite, dans un deuxième temps, je me passerai la parole à moi-même pour pouvoir donner des approches concrètes et expliquer les stratégies et enjeux régionaux cette fois-ci. Comment on fait dans une région comme les Hauts-de-France, où on a une diversité de paysages, où on a à la fois des territoires très ruraux et très urbains, et comment on développe justement ces mobilités actives autour de l'apprentissage du vélo dans des territoires qui sont tout aussi divers que variés. Et donc, dans un second temps, on mettra en avant les bonnes pratiques territoriales pour voir si ça peut inspirer le mouvement sportif. Et donc, ensuite, ce sera la base d'échange pour être le plus complet là-dessus. Alors, très bien. Donc, commençons justement avec l'intervention donc du ministère des Sports pour laquelle je serai porte-voix. Et en effet, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est dans quelle mesure comment le savoir rouler à vélo et l'apprentissage du vélo peut être évoqué comme une mobilité active, comme levier des politiques publiques en matière de sport santé. Donc, pour commencer, le savoir rouler à vélo. On allait commencer avec quelques chiffres clés qui sont issus d'une récente enquête du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sur la pratique du vélo en France. Premièrement, il faut mettre en avant qu'il y a une explosion de la pratique du vélo pendant le Covid et une accélération qui n'a donc pas décéléré, si je puis me permettre, dès lors qu'aujourd'hui, nous avons 37% des Français qui font du vélo au moins une fois par mois, donc c'est pour apporter un petit peu de nuance à ce qu'a pu évoquer tout à l'heure Thibaut. Sur les mobilités actives et douces, on a en effet une favorisation du vélo. On a 25% des Français qui sont des cyclistes réguliers et qui font du vélo au moins une fois par semaine. Donc un Français sur 4 qui fait du vélo au moins une fois par semaine. Et en 2023, on a une pratique utilitaire du vélo qui a encore progressé de 5%. Donc on est sur une bonne dynamique qu'il faut accompagner. Particulièrement dans les centres-villes, on a beaucoup de cyclistes réguliers. On est sur une augmentation de plus 30% depuis le Covid en moyenne, ainsi qu'en banlieue et également en milieu rural. Alors là, c'est plutôt 26%, mais on est quand même sur une bonne dynamique. Et en termes de classe d'âge, s'il n'y a que 14% de pratiquants réguliers du vélo chez les 65-85, on voit que chez les 11-34 ans, on a quand même 34% de cyclistes réguliers. Le vélo représente 5% des trajets des Français en moyenne en 2023 contre 3% en 2019, pour évoquer la dynamique qu'on a post-Covid qui est bien intéressant. Et un dernier chiffre éloquent, 93% des Français déclarent faire du vélo, mais 28% des Français avouent une faible maîtrise du vélo. Le programme Savoir rouler à vélo, fort de ce constat, a été lancé en avril 2019. Donc c'est quand même en lien avec cette dynamique qui s'est développée suite à l'annonce du Premier ministre de l'adoption d'une mesure pour accompagner le développement de la pratique du vélo en toute sécurité. Et c'était dans le cadre, à l'époque, du comité interministériel à la sécurité routière. Il a ensuite été intégré au premier plan vélo 2019-2023 afin de généraliser de l'apprentissage de la pratique du vélo et de la circulation en autonomie pour l'ensemble des enfants avant l'entrée au collège et de contribuer à l'ancrage des réflexes d'aller vers une mobilité décarbonée et ce, dès le plus jeune âge. Il sera d'essayer d'ancrer ces habitudes-là dans les mobilités des jeunes. Et depuis 2019, le plan Savoir rouler à vélo s'inscrit également dans le cadre de la stratégie nationale sport santé, bien entendu, puisqu'il vise à favoriser le vélo comme un moyen de mobilité active. Donc le SRAV est né d'une initiative interministérielle, pilotée par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, bien entendu, et des Outre-mer,
et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion sociale et de la sécurité routière. Le ministère des Sports, en tant que pilote, travaille à créer les conditions pour que l'ensemble des acteurs du vélo, des structures éducatives et des collectivités territoriales, bien entendu, puissent travailler en réseau autour de ce programme Savoir rouler à vélo et de trouver la gouvernance la plus efficace possible. Justement, sur cette slide, vous pouvez voir et constater que ce projet fédère un certain nombre d'acteurs fédéraux du sport, de la jeunesse, des usagers du vélo et de la sécurité sur les routes. Donc c'est les 17 partenaires engagés qui sont référencés et agréés par le ministère des Sports que vous pouvez découvrir sur la partie droite de cette slide. Et alors précisément, le savoir rouler à vélo, le SRAV pour les intimes, qu'est-ce que c'est ? C'est un plan qui permet une politique publique qui permet aux enfants de 6 à 11 ans de bénéficier d'une formation à la pratique du vélo en situation réelle sur la voie publique en proposant 3 modules de formation pour un total de 10 heures d'apprentissage des bonnes pratiques à vélo. Il est donc composé de 3 blocs. Et au bout du 3 blocs, on a une attestation de savoir rouler à vélo. On part du principe qu'au bout de ces 10 heures d'apprentissage et de la validation de ces 3 blocs, on est en effet sur un enfant, un jeune, qui est capable de se déplacer à vélo en toute sécurité. Le bloc 1, il s'appelle savoir pédaler. C'est donc la maîtrise des fondamentaux du vélo concrètement. Donc c'est acquérir un bon équilibre tout simplement et apprendre à conduire et piloter son vélo correctement, savoir pédaler, savoir tourner, savoir freiner au bon moment et avec la bonne intensité. Le deuxième bloc, c'est savoir circuler. Donc découvrir la mobilité à vélo en milieu cette fois sécurisé dans un premier temps. Donc il s'agit de savoir rouler en groupe, de communiquer autour de soi pour informer les autres d'une volonté de changer de direction par exemple, et découvrir les premières signalétiques, les panneaux du code de la route. Et enfin le troisième et dernier bloc, c'est le savoir rouler à vélo qui permet de circuler en situation réelle, et il s'agit là d'apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et à s'approprier les différents espaces de pratique. Là aussi, il y a cette dimension de sécurité, bien entendu. Ces 3 blocs, et on l'évoquera tout à l'heure, ils sont organisés lors des temps à la fois scolaires, périscolaires et extrascolaires. Donc on est vraiment sur un dispositif qui s'inscrit dans tous les temps du développement de la vie de l'enfant, que ce soit en club, que ce soit à l'école bien sûr, ou également au centre de loisirs. En grande majorité, on est de l'ordre de 90%. En grande majorité, c'est organisé par les écoles et sur le temps scolaire. Mais il peut également parfaitement s'intégrer aux activités du plan mercredi ou des PEDT, les plans éducatifs territoriaux des différentes collectivités territoriales et plus précisément les communes. Donc les intervenants du savoir rouler à vélo, on vous a fait un petit schéma ici qui permet de récapituler un petit peu cette gouvernance, qui fait quoi et qui est mobilisé sur cette politique publique qui vise à l'apprentissage du vélo. Comme j'évoquais tout à l'heure, on a la possibilité à la fois sur le temps scolaire et à la fois sur le temps périscolaire d'avoir des acteurs qui concourent au bon déroulé du savoir rouler à vélo. Qu'ils soient bénévoles ou qu'ils soient professionnels, qu'ils soient des éducateurs territoriaux ou qu'ils soient des professeurs d'EPS dans le cadre de la sécurité routière. Et donc on a une complémentarité des différents acteurs et des différentes actrices qui permet d'avoir un développement à la fois sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires pour pouvoir permettre ce développement du savoir rouler à vélo le plus rapidement possible et de la manière la plus complémentaire possible. C'est ce que j'évoquerai plus en avant tout à l'heure dans les enjeux régionaux, mais on observe très souvent que les blocs 1 et 2 du savoir rouler à vélo, donc les bases sont acquis sur le temps scolaire dans le cadre de la sécurité routière, et que très souvent le troisième bloc est plutôt évoqué soit par l'UNSS en temps périscolaire, soit par le mouvement sportif également en temps périscolaire, car ils font preuve d'une véritable expertise sur le sujet. Il y a vraiment une spécialisation de ces acteurs-là qui leur permet justement de faire ce qu'on appelle des stages massés avec beaucoup d'élèves et de faire valider ces modules dans un temps optimisé et efficient. On va continuer en vous mettant un petit jingle, une présentation vidéo du programme Savoir rouler à vélo.
Depuis plusieurs mois, Emma et Enzo se rendent à l'école, au sport et à leurs activités à vélo. Ils savent que c'est un moyen de transport pratique, bon pour la santé et pour l'environnement. Désormais, on utilise moins la voiture et on gagne du temps. Et bien rouler à vélo, ça s'apprend. Il faut d'abord savoir pédaler, c'est tenir en équilibre et piloter son vélo. Puis, savoir circuler, c'est connaître les panneaux de signalisation, rouler en milieu sécurisé, sans voiture, en prenant en compte les autres cyclistes. Et enfin, c'est savoir rouler à vélo en situation réelle sur la route. Pour apprendre aux enfants à se déplacer de façon autonome, des formations sont disponibles près de chez vous. Rendez-vous sur www.savoirrouleravelo.fr. Voilà, donc les informations qui ont été données dans cette vidéo sont donc en lien avec ce que j'évoquais, mais avec une voix encore plus suave, et qui a aussi vous a permis de mettre en avant le site internet du savoir rouler à vélo, c'est-à-dire que pour toutes les collectivités qui maintenant font partie du dispositif et qui seraient intéressées pour mettre en place des modules de savoir rouler à vélo sur leur territoire, ou le mouvement sportif qui serait également intéressé sur le sujet, c'est vraiment le lieu de centralisation et de primo-information. Alors bien sûr, nous, les services jeunesse et sport, nous sommes bien sûr là pour vous guider ou pour vous aiguiller, mais on a désormais un chouette site internet que je vous invite à aller voir, qui est bien fait et qui est quand même un très bon espace de primo-information. Ce que vous voyez désormais à l'écran, c'est les objectifs à moyen terme. Le plan vélo marche de 2023-2027 a donné pour objectif au savoir rouler à vélo à l'horizon 2027, donc sa généralisation à l'ensemble d'une classe d'âge avant son entrée au collège, ce qui représente un peu plus de 800 000 enfants formés par an. Donc aujourd'hui, nous pouvons faire l'état que justement, depuis 2019, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. C'est environ 800 000 enfants qui ont été formés au SRAV depuis avril 2019. Alors avec un creux bien entendu en 2020 et en 2021 pour des raisons que vous comprendrez rapidement. Et derrière un regain d'énergie avec une montée en charge, une meilleure connaissance du dispositif en territoire et une montée en charge permanente qui permet d'atteindre des chiffres très très honorables au bout de la 5e année d'exercice. Et donc sur l'année 2024, on décompte déjà à peu près 200 000 enfants qui ont été formés, et on sait que lorsque nous reviendrons à faire les chiffres définitifs en fin d'année, ce constat de 200 000 sera encore gonflé. Et un chiffre qui est également assez important de mettre en avant, c'est en effet, ce que vous pouvez voir juste en dessous, c'est les plus de 5000 intervenants enregistrés sur le système d'information SRAV. Donc c'est un grand nombre d'acteurs en territoire qui permet de déployer cette politique publique. Et il y a un grand enjeu de formation derrière pour pouvoir permettre un maillage territorial le plus efficace possible. En effet, ensuite on est un petit peu dans quelque chose d'un petit peu plus technique, mais il y a 71% des attestations SRAV qui sont déclarées directement par les partenaires du savoir rouler à vélo, mais avec là encore un concours des collectivités territoriales qui font preuve d'un très beau dynamisme sur ces derniers mois, ainsi que les enseignants bien sûr qui font partie du dispositif, ainsi que les éducateurs sportifs professionnels qui sont hors des partenariats qu'on a listés tout à l'heure. Et donc ce que j'évoquais tout à l'heure, la répartition de comment les programmes SRAV sont réalisés et sont mis en œuvre, sur quel temps de l'enfant, on est quand même sur 90% sur le temps scolaire, comme j'évoquais tout à l'heure, dans le cadre de la sécurité routière essentiellement. Et donc nous, jeunesse et sport, on intervient sur le périscolaire et l'extrascolaire pour à la fois les 10% qui restent, et comme je dis, essayer de faire le dernier bloc de validation, le plus opérationnel, le bloc 3, pour être dans la continuité de ce qui a déjà été vu au sein du temps scolaire par les jeunes. Et donc, pour vous donner des perspectives d'élargissement, en effet, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'organisation du déploiement sur l'ensemble du territoire est bien lancée, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est donc de permettre cette généralisation à 850 000 enfants formés par an.
Pour ça, il faut évoquer ne serait-ce que le financement, parce que bien sûr, les demandes de subventions qui peuvent être faites par les différents partenaires peuvent aller sur différents types d'actions, que sont à la fois la formation, bien sûr, dans un premier temps, ainsi que l'achat de matériel qui est bien entendu nécessaire à la mise en œuvre, notamment du bloc 3, mais donc du savoir rouler à vélo. Le savoir rouler à vélo, il était financé par le ministère des Sports via un financement de l'ANS d'un montant de 2 millions d'euros en 2024, qui est destiné donc à subventionner, comme j'évoquais tout à l'heure, les collectivités territoriales et les associations sportives agréées dans leur mise en place des formations SRAV. Donc cette réussite du SRAV, elle est possible que grâce au soutien, bien entendu, de l'État, mais surtout, et également grâce à l'engagement des collectivités territoriales et à l'ensemble des partenaires. Parce que l'État vient donner un appui, un effet levier, mais sans les partenaires qui, opérationnellement, que sont les associations et les collectivités, si elles ne sont pas là sur le terrain pour le mettre en œuvre, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Et comme je dis, on est déjà sur la cinquième année de développement et on voit que le dispositif commence à être de mieux en mieux connu et on voit une vraie montée en charge, même à effectif constant et même à euro constant. On voit de belles progressions d'année en année. Je vais revenir là-dessus. Et donc pour faire la transition avec moi-même et sur les enjeux régionaux, rappeler que au-delà justement le savoir rouler à vélo va sur plusieurs objectifs. Au-delà de cet aspect mobilité active aujourd'hui qui nous intéresse, le ministère des Sports a dans un premier temps pensé le savoir rouler à vélo comme un module de sécurité et de prévention afin de permettre d'apprendre aux enfants le vélo en situation de pratique réelle, et ce qui rend le dispositif le plus opérationnel possible. Et bien sûr, c'est aussi un objectif de santé publique car il encourage la pratique d'activités physiques et sportives le plus quotidiennement possible, le plus fréquemment possible, et ça l'inscrit dans le quotidien des enfants. Lorsque c'est quelque chose qui est inscrit dans nos mobilités dès nos 11 ans, en général, c'est une pratique qu'on va garder toute la vie, et je pense qu'avec Thibaut, on en est le meilleur exemple. Merci Ulysse, et avant de te laisser la parole un peu sur la déclinaison en Hauts-de-France, et merci en tout cas pour le relais de ce propos, la politique publique donc sur ce sujet des mobilités actives, et notamment du plan autour du vélo et de la marche et du savoir rouler à vélo. Rappelez, chers acteurs du sport santé qui nous écoutez en présentiel ou en distanciel, quel que soit votre secteur, vous voyez que vous pouvez aussi mettre en place un certain nombre de choses, que vous soyez une maison sport santé pour faire en sorte que les gens qui viennent dans vos structures puissent aussi y venir de manière plus active, et que, encore une fois, on peut faire de l'activité sportive plus intensive, mais c'est aussi dans sa mobilité du quotidien. Ce qu'a fort bien présenté Ulysse, évidemment, fait écho aux 30 minutes d'activité physique quotidienne, notamment dans ce qui est mis en œuvre dans les écoles primaires. Et évidemment, ça renvoie aussi sur la place du tissu associatif sportif comme un acteur de santé. Et vous savez qu'il y a des initiatives qui sont menées aussi dans ce sens pour que le club et l'association sportive puissent aussi promouvoir ce sujet de santé et d'être aussi un acteur compétitif, mais aussi au service de la forme du quotidien. Je vais peut-être changer le micro. Donc voilà, vous dire que quel que soit votre secteur d'intervention, milieu associatif, milieu de l'éducation nationale, au sein des maisons sport santé, quel que soit votre secteur, voilà, de remettre plus de mouvement au quotidien, c'est vraiment un sujet que vous pouvez vous approprier. Et je pense que c'était important qu'Ulysse puisse vous rappeler ça. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses qui se font sur le temps scolaire, mais on peut, dans ces mobilités du quotidien, quel que soit votre secteur d'intervention, parmi les 225 personnes qui nous écoutent aujourd'hui en présentiel ou en distanciel, vous pouvez agir de manière concrète. Voilà, donc c'était un peu tout le sens de l'intervention. Et je vais laisser la parole à Ulysse pour illustrer un petit peu, en Hauts-de-France, un petit peu comment tout cela se met en œuvre.
Merci Thibaut. Oui, tout à fait. Pour remettre dans le contexte, au-delà de la dynamique qui a été évoquée tout à l'heure, et donc d'un fort développement des mobilités douces, d'une part, actives d'autre part, et surtout celle du vélo sur les 3 dernières années, on espère, nous aussi en région, et on commence à en voir un petit peu les fruits, de récolter justement cette communication qui a été faite autour de la grande cause nationale. C'est la première fois de notre histoire, que la grande cause nationale se porte sur la promotion des activités physiques et sportives et qui trouve écho symboliquement dans la préconisation qui relève de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, de faire au moins 30 minutes d'activité physique et sportive par jour. Et quoi de mieux que de faire un quart d'heure de vélo le matin et un quart d'heure de vélo le soir pour pouvoir atteindre tranquillement et sans se prendre en évitant les bouchons de la métropole lilloise pour pouvoir acquérir ces bons réflexes-là. Au-delà de profiter de la grande cause nationale, on espère désormais en cette fin d'année 2024 profiter de la dynamique exceptionnelle des Jeux Olympiques et Paralympiques qui a su remettre au cœur de la société cet enjeu justement du sport, alors bien sûr de l'excellence, mais également de l'activité physique et sportive pour toutes. Et je pense que l'utilisation du vélo au quotidien est une belle possibilité qui en plus promet des réflexes de mobilité décarbonée pour notre planète qui le mérite bien ça dès le plus jeune âge et qui participe à la construction d'une véritable culture vélo en lien avec cet enjeu-là. Également, on va dire un objectif qui celui-là est davantage régional. Là, c'est davantage le bilan que mes collègues des services départementaux jeunesse et sport et de la direction régionale jeunesse et sport mettent en avant. C'est un fort travail de lobbying de notre part pour savoir parler à la fois du savoir rouler à vélo, mais aussi du savoir nager en sécurité comme des savoirs fondamentaux. Mettre en avant cette logique de savoirs fondamentaux au même titre que les lire, écrire, compter. Il est tout aussi important de savoir se mouvoir, faire acte de littératie physique, savoir se repérer dans l'espace, c'est le développement du sixième sens entre guillemets, et donc de mettre en avant la pratique du vélo comme un savoir qui est vraiment fondamental. Ce qu'on va évoquer dans un premier temps, mais on va passer rapidement là-dessus, je vous laisse lire ce petit encadré, de dire que, en effet, le SRAF, c'est un des leviers de réussite du plan Vélo et Marche 2023-2027 qui est porté par Matignon, et donc le SRAF en est une branche de ce plan ambitieux qui est à la fois, comme on disait, de rendre le vélo accessible pour toutes et tous, de faire du vélo une alternative assez attractive et quotidienne à la voiture lorsque c'est possible, et faire du vélo, bien entendu, un levier aussi pour notre économie, en accompagnant les acteurs français de la filière et en accompagnant le mouvement sportif et les collectivités territoriales également pour qu'elles puissent diversifier leur offre. Et donc on est sur un développement du modèle socio-économique des clubs et des collectivités territoriales qui peut aussi jouer avec ce plan marche vélo et notamment le développement du savoir rouler à vélo. Donc ça, ce sont des choses qu'on a évoquées tout à l'heure, à la fois la sécurité, à la fois un enjeu de santé publique et environnementale, et puis également un enjeu d'autonomie des jeunes. Ça, c'est également des choses qui ont été évoquées par le cadre national, et c'est assez pratique de voir que nous avons les mêmes objectifs en région. Là encore, c'est pour vous remettre en tête que, c'est quelque chose qu'on développera tout à l'heure, que les 3 modules du savoir rouler à vélo sont complémentaires les uns des autres. Et comme j'évoquais tout à l'heure, ce qu'on observe énormément en région, ce qui est vrai au niveau national également, c'est que dans le cadre de la sécurité routière, les blocs 1 et 2 sont validés pour la quasi-totalité des enfants de 6-11 ans sur le temps de l'école dans le premier degré, et que là où les services jeunesse et sport viennent rémunérer des partenariats
et accorder des subventions pour le développement du savoir rouler à vélo. On est davantage sur l'expertise du bloc 3, c'est-à-dire circuler en situation réelle. Et vraiment, on est sur la partie la plus opérationnelle possible, ce qui demande donc et ce qui implique donc de la part des partenaires d'une certaine expertise sur le sujet, parce que encadrer un groupe de 12, de 15, parfois de 30 enfants qui savent juste rouler en sécurité dans un espace aménagé et on les fait sortir d'un seul coup sur la route, c'est pas anodin, c'est un véritable métier. Et donc je salue le travail des partenaires et des collectivités qui est fait sur ce volet-là, parce que ils ont quand même la charge du jour au lendemain de dire ok, ce jeune il sait rouler à vélo, il est capable du jour au lendemain de passer sur une piste cyclable sur lequel le métro ou le tram passe, sur lequel des voitures passent sans mettre le clignotant, ce genre de choses, acquérir les bons réflexes. Donc je salue leur engagement sur ce modèle-là, et pour permettre ces sorties sur route en conditions réelles qui sont donc l'alpha et l'oméga, je dirais, du savoir rouler à vélo en sécurité. Plus précisément, quels sont les enjeux particulièrement régionaux et comment ils ont été définis. On parlait un petit peu de gouvernance, parce que depuis tout à l'heure je parle de collectivité territoriale, je parle d'associations, je parle du mouvement sportif, je parle de nombreux acteurs, également ceux de l'éducation nationale. Nous, alors qui fait quoi là-dedans, quelle est la place de chacun, comment on fait pour avancer ensemble vers le même objectif et comment on fait en sorte pour être le plus efficient possible. La stratégie qui a été la nôtre, c'était de monter un groupe académique d'appui et de suivi qui nous a permis, dans un premier temps, c'est une commande coordonnée de la rectrice et du préfet de région, d'établir des priorités régionales et donc des priorités qui allaient être chaque année évaluées en bonne et due forme. Ce groupe d'appui et de suivi, il est composé d'une part des acteurs du second degré de l'éducation nationale, c'est-à-dire les inspecteurs académiques et les inspecteurs pédagogiques régionaux en EPS, les inspecteurs de l'éducation nationale, donc qui sont sur le premier degré, ainsi que sur leur cadre que sont les conseillers pédagogiques départementaux d'EPS. Il y a bien entendu le mouvement sportif avec les différents partenaires qu'on a évoqués, bien sûr, la Fédération française de cyclisme, Fédération française de triathlon, mais également l'UNSS, le vélo, le vélotourisme, etc. Et bien entendu les services jeunesse et sport, donc la direction régionale, la DRAGES, nous sommes en rôle de pilote, et bien sûr des 5 services départementaux qui ont, comme je disais tout à l'heure, des réalités territoriales qui sont différentes, des acteurs au plus près du local qui sont plus différents et qui sont en interface directement avec ces usagers et dont le retour est on ne peut plus important. Dans un prochain temps, nous allons essayer également de travailler d'autant plus avec les collectivités territoriales et donc avec le conseil régional également en tant que tête de réseau des collectivités territoriales, dès lors que depuis 2024, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, depuis 2024, les collectivités territoriales peuvent entrer dans le dispositif et je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. On y reviendra tout à l'heure. Les quatre priorités régionales qu'on a pu mettre en avant, vous les découvrez à l'écran, c'est la mobilisation des organisateurs, bien entendu la formation, comme je disais, c'est pas anodin de faire sortir un groupe de jeunes en situation réelle et d'attester qu'ils savent rouler en toute tranquillité et en toute sécurité. Dans un troisième temps, et on est déjà un petit peu sur l'innovation, on est sur l'organisation de temps forts de la mobilité, parce qu'il y a une montée en charge et des objectifs ambitieux à aller chercher en région pour répondre aux ambitieuses commandes nationales. Et donc comment on fait pour gagner en efficience? Comment on fait pour pouvoir gérer des plus grands groupes sur un temps réduit, mais pour là aussi permettre le savoir rouler en toute efficacité? Et enfin, un dernier volet qui va nous demander justement, du fait de cette montée en charge, de devoir innover pour pouvoir permettre la priorisation des publics, bien sûr, mais surtout de ne mettre personne de côté, pour pouvoir là aussi faire du savoir rouler en toute inclusion pour les personnes en situation de handicap notamment. Je vais le dérouler un par un, ces quatre priorités régionales, en essayant de le rendre le plus concret possible et le plus opérationnel possible, et de dire un petit peu quelles ont été les bonnes pratiques régionales
qui nous semble aller dans le bon sens et que l'on souhaite poursuivre. Pour vous donner un petit ordre d'idée, qu'on le souhaite poursuivre dans les prochains mois et dans les prochaines années. Quand on parle de mobilisation des organisateurs, dans un premier temps, on évoque le travail partenarial et de communication qui est fait que pour les acteurs qu'on évoquait tout à l'heure, donc les acteurs du cyclisme, du triathlon, de l'UNSS, le mouvement sportif au sens large, les collectivités territoriales désormais, s'impliquent dans cette politique publique. Leur faire comprendre quel est l'enjeu et quel est l'intérêt aussi pour eux, soit-il sécuritaire, soit-il pécunier, soit-il environnemental et politique. La communication qui est la nôtre, c'est d'inciter ces opérateurs à avoir une approche la plus globale possible. C'est-à-dire qu'on met en avant que dans les demandes de subventions qui peuvent être les leurs, ces demandes de subventions peuvent leur permettre l'achat, comme je dis, ou l'appoint en petit matériel, bien sûr, parce que sans vélo, c'est difficile de faire du savoir rouler à vélo, et également la formation des intervenants pour pouvoir monter en puissance, parce que nécessairement, si on a une dizaine de personnes qui est formée, on avance beaucoup plus vite que si on n'en a que 2. Donc la formation, c'est le deuxième point, et c'est la priorité qu'on a mis en avant et qu'on a fortement, entre guillemets, incité économiquement, si je puis me permettre, ces 2 dernières années. D'où le fonctionnement qu'on a eu essentiellement avec des têtes de réseau, donc l'UNSS bien entendu, que ce soit côté Académie de Lille ou Académie d'Amiens sur les comités régionaux, mais également les comités départementaux UNSS qui ont été très très mobilisés et je les remercie. Donc on a quand même, ne serait-ce que sur l'Académie de Lille, on a à peu près 90 enseignants de PS qui ont été formés sur le sujet. Et bien entendu, on a également les CDOS qui sont mobilisés, ainsi que les différents comités départementaux de cyclisme, de triathlon, et également la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est très très active en région et qui là aussi peut se targuer d'avoir formé plus d'une quarantaine de formateurs sur les 4 dernières années. Le troisième point, et avant-dernier, c'est l'organisation de temps forts de la mobilité. Alors, on a essayé ces dernières années d'aller vers ce genre de pratique, comme je disais, pour pouvoir monter en charge et essayer d'optimiser les temps de pratique du vélo pour former le maximum de jeunes sur un temps donné. C'est autant quelque chose qu'on a essayé de faire ces dernières années que l'objectif vraiment à développer dans les prochains mois. Cette organisation de temps fort de la mobilité, elle occupe 2 versants. Le premier, c'est l'organisation de stages, alors que ce soit sur les temps de colo, des colos apprenantes, les ACM, les accueils collectifs de mineurs, ou comme c'est le fait par exemple par la commune de Roubaix, qui est désormais très impliquée sur le sujet et qui chaque année fait 5 stages, chaque fois un stage de 1 semaine, et qui permet à chaque semaine de valider le savoir rouler à vélo pour au moins 250 enfants chaque semaine. Donc on est sur une bonne pratique qu'on essaye de faire valoir auprès d'autres collectivités territoriales pour voir si elles sont intéressées et nourrir ce même objectif. C'est aussi de la même manière l'organisation de stage que l'UNSS fait des sorties périscolaires, qui a par exemple, alors je parle pour le comité départemental UNSS du Nord, qui a fait cette année 3 temps du style randonnée verte, où on commence, avant d'aller sur la route, on part plutôt sur des chemins boisés, et comme ça on apprend la mobilité en groupe, et on finit par un dernier module sur la route qui permet la validation du bloc 3 et donc du savoir rouler à vélo. Et le dernier point, c'est comment innover pour permettre la priorisation des publics dans un premier temps, et surtout la généralisation à une classe d'âge d'ici 3 ans. On vient de parler d'une innovation. La première, c'est d'organiser des temps forts de la mobilité qui s'adressent aux collectivités. Il faut savoir que les 2, 3 et 4 juillet 2025, le Tour de France partira, la grande boucle partira de Lille, et on aura 3 épreuves qui vont être dans le département du Nord, en passant par le Mont Cassel, le prologue qui sera autour de la ville de Lille, et on aimerait voir avec les collectivités afférentes si on pourrait faire quelque chose du genre savoir rouler à vélo sur la route du Tour de France, un petit peu comme la caravane avant la caravane, si vous voyez, mais qui permet un petit peu de faire rêver les jeunes sur un si bel événement qu'est le Tour de France.
Et pourquoi pas, dans un premier temps, parce que c'est quand même ambitieux de faire ça sur le Tour de France, rien que ça, on va tenter de faire des événements un peu de teasing, par exemple lors des 4 jours de Dunkerque, et on est en train de s'organiser avec la CUD sur le sujet. Donc ce genre d'innovation, bien entendu, et comme je disais, au-delà de faire du nombre et des attestations, parce que ces innovations viennent nourrir cette ambition-là, de faire beaucoup de chiffres et de rentrer dans les commandes nationales. Comme je dis, la généralisation, elle implique quelque chose d'assez important, c'est de laisser personne au bord du chemin. Parce que le savoir rouler à vélo, c'est déjà difficile. Lorsqu'on est valide, on peut avoir des appréhensions à aller sur la route. Alors lorsqu'on est un jeune en situation de handicap, c'est d'autant plus difficile, et ça nous oblige, nous aussi, à justement innover, penser cette inclusion pour toutes et tous, et travailler avec d'autres acteurs, notamment les acteurs de l'inclusion que sont la fédération handisport, bien entendu, et du sport adapté. Au-delà des bénéfices du programme qu'on évoquera tout à l'heure, comme j'évoquais, il est intéressant avant de conclure de parler d'un temps de bilan, je pense. Maintenant qu'on a, même s'il n'y a pas de rétroviseur sur un vélo, maintenant qu'on a 4 ans dans le rétroviseur, de faire un bilan. Et on commence à voir un dispositif qui gagne en maturité et qui chaque année est de plus en plus opérationnel. Et la connaissance de la part des acteurs lui permet de mieux fonctionner. Donc comme je disais, on est chaque année à une augmentation d'un peu plus de 10%. Même comme je dis, lorsqu'on mobilise, on est à moyen constant pour certains opérateurs, ils arrivent à progresser et à faire au moins plus 10% de jeunes formés chaque année. Donc ça, c'est une belle réussite. Et de plus, la possibilité qui est donnée maintenant aux collectivités territoriales depuis cette campagne 2024, et donc d'inclure autant que se faire se peut leurs jeunes citoyens dans leur plan de mobilité, ça donne des perspectives nouvelles de mobilité douce et de changement d'échelle. Le seul point de vigilance qu'on pourrait mettre en avant là-dessus avec l'entrée des collectivités territoriales, je pense, c'est la multiplication des acteurs qui peut tenter les services, donc de multiplier les lauréats de subventions pour tenter un nouveau mariage territorial plus large, mais ça engendre un risque de saupoudrage et d'inefficacité. Mais je pense que la direction des sports et le ministère des Sports et l'ANS nous ont entendus là-dessus, dans la mesure où tout à l'heure je parlais d'une augmentation de plus 10% chaque année à moyen constant. Cette année, l'enveloppe a augmenté de 20%, et donc ça va nous permettre, nous, d'expérimenter des nouvelles choses là sur cette année 2024, voire sur 2025, sur la premier trimestre de 2025. Et on est tout à fait honoré donc de la confiance qui est faite par l'ANS dans notre région, où le développement du vélo est très important. Comme j'évoquais tout à l'heure, pour vous donner quelques chiffres, puisque l'objectif national en 2024, il est de 350 attestations savoir rouler à vélo, dans la mesure où nous, on représente à peu près 10% de la population jeune française. Il faut savoir que voilà, nos objectifs sont donc élaborés à partir de ces indicateurs-là. Et ce qui nous oblige donc à poursuivre cette montée en puissance pour aboutir à la généralisation du programme en 2027, qui est un très bel objectif. Donc on a un objectif de 23 000 attestations SRAV cette année en 2024 en région des Hauts-de-France. Pour l'instant, on est plutôt sur la bonne voie, mais on se verra bientôt pour faire les comptes. Et surtout, et je conclurai par là, pour montrer l'engagement des services jeunesse et sport, qui, faut le dire, croient énormément au développement de ce beau dispositif, de cette belle politique publique, comme un vecteur d'autonomisation des jeunes, bien entendu, mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, de mobilité douce pour notre planète qui le mérite bien. Et surtout, et c'est le plus important, un vecteur de santé pour toutes et tous. Merci. Merci Ulysse pour cette présentation. C'était à la fois passionnant et puis très concret pour voir l'implication et comment ça se traduit sur le terrain. Moi, j'ai juste une question, parce qu'il y a beaucoup de maisons sport santé qui nous écoutent. Vous nous écoutez depuis les Hauts-de-France ou des 4 coins de la France, puisqu'on a des gens qui sont inscrits. Et je remercie le pôle ressources nationales sport, santé, bien-être et la direction des sports pour le relais fait à notre initiative en Hauts-de-France. Comment, Ulysse, tu as parlé
du savoir rouler à vélo à destination des plus jeunes, mais on sait qu'il y a des initiatives de remise en selle pour des publics plus âgés, plus seniors. Est-ce que ça peut faire partie des enjeux de développement, notamment à travers la quarantaine de maisons sport santé qu'on a dans notre région et les plus de 500 maisons sport santé qui existent nationalement? Comment on peut finalement, en avançant en âge, en ayant oublié la petite reine pendant un certain nombre de dizaines d'années, être remis et finalement de se dire que, à la limite, avant de vouloir même faire du sport, je vais commencer par faire un maximum de déplacements peut-être en vélo, et donc d'être accompagné un petit peu là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des initiatives? On peut en parler un peu là-dessus. Oui. Merci Thibaut. En effet, on a évoqué tout à l'heure la volonté de permettre l'apprentissage du vélo à toutes et tous, et on se focalise sur ce dispositif-là, mais qui n'est pas l'alpha et l'oméga de la pratique du vélo, on en a bien conscience. On essaye d'implémenter le plus tôt possible cette habitude de mobilité douce, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on sait faire du vélo à 11 ans, normalement on sait en faire toute la vie. Du moins c'est ce qu'on peut penser. Mais parfois, avec des maladies chroniques, avec des accidents de vie, etc., c'est pas aussi simple que ça, et on peut en avoir une appréhension à retourner sur la route. Donc tout à l'heure, j'évoquais les crédits qui étaient mobilisés pour le savoir rouler à vélo, mais bien entendu, pour les associations et pour les maisons sport santé qui font de l'activité physique adaptée, la remise en selle, c'est un très bel objet qui est sur deux versants et qui vise, selon moi, deux enjeux importants. L'activité physique et sportive, bien entendu, se remettre en forme. Et puis, comme je disais, permettre aussi d'éviter une appréhension de la route une fois qu'on l'a perdue pendant des années. Donc, bien entendu, le mouvement sportif au sens large peut être accompagné sur ce genre d'initiatives via écus sonnants et trébuchants, des demandes de subventions qui peuvent être très très complémentaires à par exemple ce qui se fait sur le PSF. Il faut savoir que nous on gère une enveloppe qui s'appelle le projet sportif territorial, géré par l'ANS, qui vient justement mettre en avant des pratiques innovantes ou qui répondent à des critères de santé publique et qui sont donc très complémentaires de ce que les clubs peuvent faire dans le cadre de leurs projets sportifs fédéraux d'une part, et bien sûr au premier lieu les maisons sport santé qui justement sont les acteurs de la remise en selle et de ce genre de pratiques d'activité physique adaptées, qui là aussi sont accompagnés dans leurs projets qui très souvent sont très ambitieux. Et sur les maisons sport santé qui maillent aujourd'hui l'ensemble de la région, on a des acteurs et des actrices qui sont très 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 dynamiques sur ce versant-là. Et je tenais également à les remercier parce qu'ils sont le relais des politiques publiques que nous on porte. Merci Ulysse pour cette précision. Donc voilà, toute la dynamique vélo, et on va parler tout à l'heure de la marche aussi, mais voilà, elle vous concerne aussi, chers acteurs qui nous écoutez en présentiel, en distanciel. Vous pouvez y contribuer. Et voilà, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. On a vu que beaucoup de choses se déroulaient dans le temps scolaire ou périscolaire, mais on peut évidemment développer. Et ça va faire la transition avec notre intervenant qui normalement est en ligne, donc Antoine. On parle souvent des maisons sport santé comme étant un peu le porte-étendard un petit peu de la stratégie nationale sport santé, qui étant quelque chose de stratégique. Mais on le voit aussi dans l'aménagement des métropoles, notamment comment le vélo et la marche, et le vélo prend de plus en plus de place dans notre espace de déplacement. On le voit sur la métropole lilloise, pour celles et ceux qui en sont issus. Vous voyez du macadam rouge pour symboliser le déplacement en vélo. Donc voilà, un recul de la voiture dans les grandes métropoles et de plus en plus de place aux mobilités actives. Donc ça montre que c'est quelque chose qui est pris de manière très stratégique par les collectivités. Et c'est un enjeu, encore une fois, pour augmenter la part modale des déplacements du quotidien de manière active. Et ça fait le lien. Antoine Noël Racine, merci de ta présence. Est-ce que tu nous entends bien ? Bonjour, je vous entends très bien, et vous ? C'est parfait. Merci en tout cas d'être parmi nous. Tu représentes voilà, le monde académique et les scientifiques, et notamment ton intervention est dédiée au sujet, à l'impact santé des mobilités actives, des mobilités douces du quotidien, et notamment aussi en lien avec l'urbanisme. Donc nous sommes ravis de t'accueillir et de t'écouter. Je vais passer au fur et à mesure ta présentation, s'il y a besoin d'avancer sur ton diaporama.
Et voilà, on te remercie. Donc, Antoine-Noël Racine, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, est vraiment un expert et on le remercie sur ces sujets de mobilité et l'impact des mobilités actives sur les enjeux de santé publique. Antoine-Noël, c'est à toi. Merci. D'abord, je vais vous remercier pour l'invitation des services déconcentrés, de l'ARS et de la Dragesse Hauts-de-France, et puis aussi toi, Thibaut. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être en présentiel. Là, je viens d'enchaîner 6 heures de cours, donc c'était compliqué de décaler. Mais ça sera sans doute pour une prochaine fois avec grand plaisir. Donc effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de vous apporter peut-être quelques données scientifiques sur l'enjeu justement de ces mobilités actives en termes de santé publique et vous donner quelques chiffres un petit peu clés pour voir un petit peu comment finalement les mobilités actives peuvent avoir un enjeu de santé publique, mais qui peuvent aussi avoir plein d'autres co-bénéfices pour l'ensemble de la collectivité. Alors, lorsque j'interviens, j'essaie toujours de faire un petit arrêt sur des définitions qui sont clés, qui sont pourtant souvent confondues dans le langage commun, mais qui sont vraiment importantes, en tout cas pour nous scientifiques, parce qu'en fait, on va pas prendre du tout les mêmes choses en compte lorsqu'on prend justement en compte le risque sédentarité, qui est en fait la sédentarité, vous allez voir la définition qui s'affiche juste après, c'est vraiment lorsqu'on est conscient, c'est vraiment le temps passé actif, le temps passé éveillé avec une faible dépense énergétique. Alors vous voyez en position assise ou allongée, et j'ai même envie de dire maintenant il y a quelques études qui viennent tout juste de sortir qui nous montrent aussi le fait de rester debout, parce que vous savez maintenant les fameux bureaux qui permettent de nous élever pour qu'on soit debout. Alors c'est des bénéfices pour la musculature du dos, sur les TMS liés à la position assise, mais qui finalement d'un point de vue physiologique aussi elle serait considérée comme finalement sédentaire par sa faible dépense énergétique et avec des conséquences physiologiques. Et puis donc il y a ce risque-là qui est vraiment la sédentarité qu'on compte en temps de temps passé du coup avec assis ou allongé ou debout avec une faible dépense énergétique. Et puis l'inactivité physique, qui en fait n'est pas de pas faire de l'activité physique, mais bien de pas atteindre les recommandations. Et les recommandations, ça a été évoqué juste avant, il y a les fameuses 150 minutes par semaine d'activité physique modérée, mais souvent finalement on prend pas aussi en compte un fait qui est majeur, qui est finalement l'intensité. Pourquoi? Parce que finalement l'intensité ça n'a pas le même impact sur la quantité nécessaire pour optimiser les bénéfices. Et je dis bien pour optimiser, parce que si vous regardez la courbe qui s'affiche devant vous, vous voyez bien que même si j'atteins pas ces 150 minutes et que en plus je fais par exemple, je sais pas moi, 100 minutes d'activité physique d'intensité légère, eh ben je fais de l'activité physique, mais j'atteins pas les recommandations. Cependant, j'ai malgré tout quand même des bénéfices pour la santé. Cependant, si on veut vraiment les optimiser, ces bénéfices, il faut qu'on rentre dans cette zone là que vous voyez en vert s'afficher devant vous, on atteint une intensité modérée. Et c'est vrai que justement la marche et le vélo, on atteint vraiment très facilement ces intensités modérées. Alors pour vous donner une idée, parce que parfois quand je parle d'intensité, ça fait un petit peu peur, les gens ont tout de suite le réflexe d'imaginer des intensités on va dire sportive comme on le voit parfois à la télé, alors que voilà, l'intensité modérée, c'est tout simplement je vais faire ma petite marche où je vais me déplacer avec des collègues et en même temps je vais aller à une réunion en me déplaçant avec lui et en même temps je vais parler mais marcher assez rapide pour pas qu'on soit trop en retard et je vais avoir un petit essoufflement pendant que je parle. Et ben là ça montre que je suis déjà dans l'intensité modérée. Et du coup, le fait d'atteindre cette zone-là, on potentialise les bénéfices et du coup, forcément, on minimise les risques sur la sédentarité. Merci Thibaut. Et justement, c'est quelque chose de vraiment très important et j'insiste souvent dessus parce que maintenant, on a changé un petit peu de paradigme en termes d'études épidémiologiques où finalement, maintenant, on regarde plus seulement le risque lié à l'inactivité physique, mais bien cette balance, ce risque cumulatif entre la sédentarité et le manque d'activité physique et l'atteinte des recommandations. Typiquement, c'est je suis
voilà, j'effectue un travail de bureau. Je n'ai pas un vélo bureau où je pourrais pédaler. Et du coup, finalement, j'atteins très très facilement plus de 7 heures, 8 heures, parfois 10 heures finalement de position assise dans ma journée. Et même si je suis voilà aussi athlète et j'essaie de courir régulièrement, et malgré tout, même si j'atteins la recommandation de l'OMS, j'ai quand même malgré tout un profil à risque parce que si on ne fait pas suffisamment de rupture de sédentarité, on a du mal à contrebalancer finalement ce temps de sédentarité, même si on pratique une activité physique. Et ça a des conséquences à court terme. Comme vous voyez sur le petit schéma à droite, au niveau du dos, la musculature du dos. D'ailleurs, souvent, vous avez sans doute peut-être entendu parler de la communication de la CPM ces dernières années. Comme le meilleur remède pour le mal de dos, c'est notamment le fait de bouger, parce que justement nos comportements modernes nous obligent, ça dépend du type de métier, mais souvent en tout cas, et d'environnement, mais elles nous incitent à rester de manière assise, mais pas que, on va le voir juste après. On a aussi le fait de rester assis de manière prolongée, on accumule il y a plein de conséquences, mais une de ces conséquences physiologiques, c'est on accumule un certain nombre de dépôts lipidiques qui est évidemment ça on arrive à le mesurer déjà à court terme sur certaines études et ça a des conséquences évidemment à long terme. Et puis peut-être vous l'avez déjà sans doute ressenti, justement vous n'avez pas peut-être pas l'habitude de vous déplacer, aller au travail à pied ou à vélo. Si dès le début on va au travail et en plus on passe un temps assez important de travail assis, on le sent cette conséquence à court terme de cette sédentarité même sur les aspects cognitifs. Maintenant on le sait, l'activité physique c'est essentiel pour résoudre des problèmes et nous aider à développer notre créativité. Il y a eu pas mal d'études de ce sens-là. Donc c'est pour ça que parfois lorsqu'on fait un petit break, une petite pause active et qu'on va se déplacer quelques minutes, parfois ça nous aide à être plus concentré par la suite ou parfois même à résoudre certaines problématiques. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai cité les conséquences à court terme, mais à long terme évidemment on augmente ce risque en juxtaposant le temps passé assis via le niveau d'activité physique, le risque de mortalité. Mais pas que, vous allez le voir juste après. On a aussi les conséquences sur tout un tas de maladies chroniques. Voilà. Tu peux encore passer 2-3 fois, Thibaut, et on va passer à la slide d'après. Là, je donnais quelques exemples, diabète, maladie cardiovasculaire, cancer et autres. Donc là, finalement, si je prends en compte ces deux risques, on a finalement 4 profils de risque. Et si je me base sur justement l'enquête 1K3 de l'ANSES, finalement, si on prend en compte le temps de sédentarité supérieur à 7 heures dans la journée et le fait de ne pas atteindre ces niveaux d'intensité modérée intense, on voit que finalement, il n'y a que 40% de la population qui n'est pas exposée à un risque, et le reste de la population a un risque plutôt modéré, voire plutôt sévère pour ceux qui sont à la fois inactifs et sédentaires. Alors, pourquoi j'ai pris les données de l'ANSES juste avant? C'est vrai que cette année, on a eu vraiment une belle enquête vous avez sans doute entendu parler du baromètre santé qui a été faite par notre agence Santé publique France. Je l'ai pas intégré parce que malheureusement, en fait, pour faire cette présentation, je voulais évidemment m'intéresser à la part, dans ce niveau d'activité physique, à la part modale dédiée, soit au déplacement en vélo, soit à pied. Et finalement, le problème de ce dernier baromètre, c'est qu'en fait, on a le niveau d'activité physique sédentarité de manière globale à la population, mais il donne pas des informations sur ce qu'on appelle le domaine de pratique, c'est-à-dire dans quel contexte on pratique l'activité physique. Est-ce que c'est dans un contexte notamment de mobilité active ou non? On n'a pas ces chiffres. Et moi, je voulais vous donner un petit peu à ordre de grandeur finalement sur la part que représentent les déplacements actifs sur le niveau d'activité physique globale de la population. Évidemment, ce sont des moyennes à l'échelle française. Et du coup, si on prend le temps de sédentarité évité grâce aux mobilités actives, c'est environ 6%.
et 4% du niveau d'activité physique. Donc finalement, quand on regarde ces chiffres-là, on peut se dire finalement c'est très peu. Mais en fait, justement, si on prend en compte à la fois ce risque cumulé que je vous évoquais à l'instant, c'est-à-dire si on diminue la sédentarité, mais en plus on atteint des niveaux d'activité physique modérés et intenses par le vélo, et ben finalement les bénéfices sont plutôt exponentiels parce que on agit sur deux risques à la fois, c'est-à-dire le risque sédentarité prolongée et sur le risque inactivité physique. Donc ça, voilà, aussi pour vous dire que, en tout cas, d'après l'enquête 1K, voilà, l'âge, évidemment les conditions, le profil socio-économique et le sexe influencent ce pourcentage que je vous ai présenté juste à présent. Là, devant vous, vous avez une étude qui a été faite à Londres sur le dépassement actif, où en fait, on a essayé de suivre une grosse cohorte de personnes pendant une dizaine ou une vingtaine d'années, je me rappelle plus exactement, je pense que c'est plutôt proche de la vingtaine d'années, et on a essayé d'observer finalement, vous voyez les petits tirets avec le chiffre 1, en fait ça représente, c'est la ligne où si on la dépasse, on a plutôt des, des risques pour la santé avérée, et si on se décale vers la gauche, quand on regarde ce graphique, eh ben on a plutôt une réduction de ces risques et plutôt des bénéfices. Et du coup, cette étude a essayé d'observer un petit peu l'impact du mode de transport sur les maladies cardiovasculaires, le cancer et la mortalité. Et du coup, si on regarde un petit peu ce graphique, on voit que finalement, à part peut-être le transport et en bus, et encore c'est compliqué parce que lorsqu'on va en bus, on se déplace un minimum à pied. Mais en tout cas, globalement, ce qu'on peut voir, vous voyez bien que l'ensemble que ce soit pour la mortalité prématurée, les maladies cardiovasculaires, le cancer, on voit que finalement, les petits points que vous avez à gauche, on est sur une réduction du risque sur la santé, du coup un bénéfice. Par exemple, on peut voir que le vélo, ça peut permettre de réduire le risque de décès par maladie cardiovasculaire de pratiquement 20%. Si d'après cette cohorte. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée des bénéfices, et on le voit sur là c'est un exemple d'étude, mais c'est récurrent, on va dire, sur un ensemble d'études assez consistant maintenant, ce qu'on appelle des méta-analyses, donc une accumulation d'études bien standardisées qui sont bien harmonisées, qui montrent entre guillemets les mêmes tendances. Par contre, souvent le problème dans ces études-là, on a du mal à prendre en compte certains facteurs confondants. Les facteurs confondants sont des facteurs qui peuvent, on va dire, influencer les résultats principaux. Donc là, par exemple, juste avant, je vous ai présenté l'impact, les bénéfices finalement des mobilités douces, des mobilités actives, pardon, sur sur les maladies chroniques et sur la mortalité. Donc on prend en compte évidemment le cycle de vie, l'obésité, etc. pour faire ce genre de calcul, mais souvent on prend pas en compte aussi la pollution. Et ça, c'est vraiment un élément majeur parce que maintenant on a quand même aussi tout un tas d'études qui vont un petit peu dans le même sens, qui nous montrent que finalement on peut atténuer le bénéfice de l'activité physique cette activité physique elle s'effectue dans un environnement pollué. Donc là, par exemple, sur la gauche, vous avez un petit peu la densité de particules très fines, donc les PM2,5, avec un certain volume au mètre cube. Et ce que vous pouvez voir là, vous avez ce 1, on va dire c'est neutre. Et vous voyez que plus on est dans un environnement pollué, voilà, moins les bénéfices en fait sont atténués. C'est-à-dire que là, si on regarde un petit peu le niveau d'activité physique de la population, là en mètres par heure par semaine, on s'aperçoit que finalement, même si j'atteins mes recommandations, je pratique de l'activité physique dans un contexte pollué, et ben finalement les bénéfices, en tout cas sur le risque de mortalité ou sur certaines maladies chroniques, on voit qu'ils sont moins importants. Et donc ça pose. Alors pour vous rassurer malgré tout,
pour que cette balance en fait entre les bénéfices et le risque de pratique d'activité physique en milieu pollué soit négatif, c'est vraiment faut arriver quand même à des niveaux de pollution quand même assez importants. Là, il y avait un exemple d'étude qui a été fait sur un certain nombre de mégalopoles dans le monde, en allant de Londres, Paris, enfin les mégalopoles on va dire européennes, à les mégalopoles notamment asiatiques. Voilà, on est sur, de manière générale, sur la population adulte du moins, on est sur un bénéfice-risque plutôt favorable. Par contre, on a un petit quelques manques de lisibilité au niveau de la littérature sur des populations spécifiques, par exemple des personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques et les femmes enceintes, parce que voilà, on est on est dans des concepts qu'on appelle un peu d'exposants, donc d'exposition à des environnements chimiques pollués tout au long de sa vie, et on a du mal à savoir si finalement c'est plutôt bénéfique ou pratique ou négatif de pratiquer une activité physique en milieu pollué pour ces populations spécifiques. Donc voilà, ça c'était juste la petite balance bénéfice-risque. Mais tout ça pour vous dire que finalement, il faut prendre en compte une approche un peu plus globale des choses lorsqu'on essaye de promouvoir, en tout cas à l'échelle macro, on va dire, l'inactivité physique et la sédentarité, parce que finalement, si on développe à fond les mobilités actives, mais qu'on n'agit pas sur l'environnement pollué, donc par exemple si on a tendance à développer les pistes cyclables ou la marche, notamment les pistes cyclables, toujours dans des, par exemple, là, je vais vous citer un exemple pour aller au STAPS de Nice, à la faculté des sports de Nice, on avait une grande piste cyclable qui avait été faite toute neuve avec beaucoup d'investissement le long d'une autoroute. Et ben, le fait que ça soit vraiment juxtaposé le long de l'autoroute, et ben, le fait d'utiliser cette piste, et ben, on a forcément moins de bénéfices. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une approche globale, dont on va y revenir juste après. Ça, c'est une étude qui est assez intéressante. Tu peux revenir juste avant, s'il te plaît, Thibaut. Désolé, merci. C'est une étude qui a été faite par l'équipe de Kevin Jean et collaborateurs qui ont essayé de modéliser un petit peu les impacts des mobilités actives à partir du scénario négawatt. Hein. Donc, vous savez, c'est un négawatt qui vise à arriver à la neutralité carbone, notamment en agissant sur plein de leviers, notamment sur le développement des mobilités actives. Et ce qui était intéressant dans cette étude-là, c'est qu'en fait aussi, lorsqu'on parle de mobilité active et notamment aussi en vélo, on est capable de prendre en compte aussi les bénéfices liés au vélo à assistance électrique, ce que vous voyez ici dans e-bike, qui nous permettent en fait de répondre à un certain nombre de problématiques lorsque les déplacements sont plutôt voilà, du quotidien, peuvent être vallonnés ou des personnes qui ont conditions physiques moins importantes pour pouvoir se déplacer de manière facile et rapide et sur des plus longues distances. Du coup, si on intègre et on a montré aussi sur les études que l'e-bike, même si évidemment on réduit la dépense énergétique, on est quand même sur des bénéfices au niveau de la santé. Et du coup, cette modélisation elle a permis de voilà, si on atteint la neutralité carbone d'ici 2050, on pouvait potentiellement réduire, enfin éviter presque un demi-million de décès et augmenter l'espérance de vie de la population. Donc là, vous avez une autre étude de la même équipe qui est dirigée par Kevin Jean, qui est basé au CNAM à Paris, qui dirige une chaire sur justement les enjeux de changement climatique. Ils ont essayé de refaire des modélisations en se basant sur, je crois que l'enquête qui a été citée juste avant, sur l'enquête mobilité de 2019, qui est voilà une enquête qui a été quand même fait assez conséquente puisque je crois de mémoire il y a environ 18 000 personnes qui ont participé à cette enquête. Et du coup ils ont essayé de modéliser en fait finalement actuellement la part de décès et le coût évité par voilà, le niveau de déplacement en vélo en France, quel est l'impact en termes d'économie, de coûts. Alors là, c'est des coûts intangibles, donc ça prend pas en compte les coûts de l'assurance maladie. C'est un peu compliqué à décrire parce que c'est voilà, des modèles
très spécifique aux économistes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, voilà, chaque kilomètre parcouru à vélo, on peut faire économiser pratiquement 1 euro pour la société. Donc, on a tout intérêt à développer voilà, une mobilité active. Et justement, en prenant, donc ça c'est la part actuellement, avec on va dire les niveaux de déplacement en vélo de la population française, sur l'enquête de 2019 que je vous citais. Et cette étude, ils ont essayé de dire, ok, maintenant si on réduit la part actuelle des trajets courts, donc de moins de 5 km effectués actuellement en voiture, finalement, qu'est-ce que ça pourrait apporter? Et du coup, on voit que on peut faire des économies de plusieurs milliards d'euros par an en plus. Et évidemment, on augmente encore la rentabilité du ratio kilomètres parcourus et économie pour la société. Et puis, ce qui est intéressant aussi de promouvoir, si on revient sur cette approche globale, c'est que ça a d'autres bénéfices pour la société, évidemment. Ça nous permet d'économiser aussi du CO2 en évitant notamment le déplacement motorisé. Donc là, actuellement, c'est environ un demi-million de tonnes de CO2 par an. Alors c'est vrai que c'est difficile à matérialiser lorsqu'on n'est pas expert du domaine, mais pour vous donner une idée, ça fait environ moins 124 000 de voitures retirées de la circulation. Donc c'est quand même pas négligeable. Et c'est l'équivalent en termes de CO2 émis. Si selon des modèles, après ça dépend vraiment du type d'arbre, mais voilà, là ils sont basés sur un modèle d'arbre qui absorbe au cours de toute sa vie environ 60 kg de CO2, l'équivalent de 9 millions d'arbres. Donc c'est quand même assez conséquent. Et là aussi, ils ont essayé de voir finalement si on augmentait la part actuelle des trajets courts. Donc finalement, c'est vraiment principalement les trajets urbains. Et ça nous permettrait encore d'aller presque sur le million de tonnes, le milliard de tonnes même de CO2 évité, et de retirer pratiquement plus de 50 000 de voitures en moins de la circulation, et d'absorber encore plus de CO2 avec l'équivalent d'arbres, de forêt. Donc c'est pour ça que je vous disais une approche et c'est un peu l'exemple que je vous donnais avec la pollution qui peut atténuer finalement ces bénéfices de l'activité physique, parce que notamment vous savez le plus puissant anti-inflammatoire qui existe paradoxalement, c'est l'activité physique, parce que en se bougeant, en se mouvant, on arrive à justement avoir une réponse anti-inflammatoire par le corps, si on fait ça de manière évidemment progressive et régulière. Mais finalement, si on a une approche plutôt linéaire et puis qu'on agit sur un seul levier, mais on n'agit pas plus globalement, finalement, on va avoir du mal à développer ceci de façon optimisée, parce que la réalité est beaucoup plus complexe, et c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une démarche la plus intersectorielle possible, et puis aussi avec la participation des citoyens, évidemment, si on veut faire favoriser les déplacements, l'urbanisation, les déplacements actifs, que ça soit à vélo ou à pied, il faut aussi prendre en compte les besoins de la population et pas seulement construire. Là, je vais vous citer un autre exemple qu'on a à la ville de Nice, et notamment avec le STAPS, où finalement on a très peu d'étudiants qui viennent à la fac du centre-ville jusqu'à l'université, par exemple en vélo. Par exemple, on a une belle promenade des Anglais avec une belle piste cyclable, et finalement après la piste cyclable des promenades des Anglais qui est bien sécurisée, n'est pas interconnectée avec une piste cyclable qui rejoint le STAPS, avec une piste cyclable qui se situe au niveau d'une zone de concessionnaire auto, donc finalement qui n'est plus sécurité, qui est dangereuse, et finalement qui prend pas en compte l'usage des citoyens au quotidien sur la dangerosité en fait de se déplacer dans ce contexte-là. Donc c'est vraiment des barrières si on ne prend pas en compte les citoyens dans cette appréhension du développement des mobilités actives. Et du coup, là on les a cités ensemble, la santé, le bien-être, l'espérance de vie, mais ça a aussi d'autres avantages que les politiques urbaines
s'investissent vraiment, même si c'est compliqué avec le bâti déjà existant, mais ça permet aussi de fluidifier la circulation. Ça peut être un gain de temps. En France, on a très peu ça, mais dans certains endroits en Europe, on a ce qu'on appelle des autoroutes de vélo. C'est-à-dire que c'est vraiment des pistes cyclables larges, très sécurisées, séparées de la voiture, et qui nous permettent en fait avec des tracés. D'ailleurs, je crois que c'est un projet qui est à Paris, mais qui nous permet de pas poser le pied finalement lorsqu'on se déplace à vélo, et finalement on est beaucoup plus rapide que si on se déplaçait en voiture. Et donc, du coup, c'est forcément un argument. Et puis aussi, il y a quelques études qui a montré que ça peut être paradoxalement aussi avoir des bénéfices économiques. Donc, par exemple, on sait que le fait de rendre les zones plus fluides et accessibles, par exemple aux piétons, dans les centres-villes, ça peut permettre de redynamiser l'économie locale. Et puis, tous les autres co-bénéfices qui aussi permettent de limiter d'autres facteurs néfastes pour la santé et pour la planète. Donc, on a dit la CO2, mais aussi le bruit. Ça, c'est quelque chose qu'on évoque très peu, mais voilà, là aussi, on a pas mal d'études qui montrent à quel point l'exposition de manière régulière, même si c'est souvent inconsciente pour nous citadins, au bruit, ça a vraiment des impacts sur notre santé, parce que même si on se rend pas compte, chaque bruit qu'on entend, coup de klaxon, etc., ça agit c'est traité par notre cerveau, et ça émet un seuil de stress. La pollution, je vous citais, et puis la biodiversité. La biodiversité, pourquoi là, c'est encore dans cette approche un peu systémique globale, parce que par exemple, si on fait en sorte de réduire la pollution en réduisant les voitures et la pollution aussi industrielle et autres, et qu'on développe les pistes cyclables et les endroits, les zones piétonnières, si finalement, par exemple, ces espaces favorables au déplacement actif ne sont pas agréables et ne sont pas, par exemple, végétalisés, et finalement, on va limiter cette attractivité, cette accessibilité, et on va aussi, et ça, par exemple, c'est un exemple là qui s'affiche devant vous un exemple qui a été fait d'une étude de cohorte à Barcelone, où en fait, évidemment que voilà, c'est l'Espagne et c'était aussi dans pas mal d'endroits en France, mais lorsqu'on est exposé à des îlots de chaleur, parce qu'on sait que dans les milieux urbains, la chaleur est plus importante, ça décourage finalement aussi la population, et en plus, ça les expose, pour les populations les plus vulnérables, à un stress thermique. Donc le fait de, par exemple, développer des espaces favorables aux mobilités actives avec de la végétalisation, ça va permettre de réduire aussi d'autres problématiques liées aux îlots de chaleur, etc., la pollution de l'air, etc., et ça améliore la qualité globale. Donc là, vous avez vraiment un exemple très systémique de finalement, si on développe les mobilités actives dans une cadre d'une stratégie beaucoup plus globale, on va réussir à créer des synergies et à développer un certain nombre de co-bénéfices et optimiser, parce que voilà, malheureusement les villes qui sont, on le voit maintenant tous les jours d'actualité, et notamment aussi les nord de la France notamment, on est de plus en plus exposé à un certain nombre de risques environnementaux, et du coup on est la multiplication de ces risques environnementaux qui s'ajoutent avec le changement climatique qui s'accélère, et les différentes pandémies, notamment la pandémie d'obésité, de maladies chroniques, etc. On arrive à ce qu'on appelle des effets syndémiques, où finalement il y a une multiplication de problématiques qui sont simultanées, qui vont augmenter de manière significative tout un tas de risques de manière exponentielle, et du coup c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette approche globale. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci Antoine Noël Racine, c'était passionnant, et tout ce lien notamment avec la santé publique que tu portes au sein de ton laboratoire. Donc on te remercie vraiment, très complémentaire de l'intervention d'Ulysse Perrin-Morales. On va garder les questions, on va reprendre un petit peu le PowerPoint pour la dernière intervention, et puis on garde quelques questions, Antoine, là-dessus.
Donc pour terminer, l'idée c'était d'avoir, après avoir eu la parole et les engagements de l'État à travers un certain nombre de plans, de stratégies, d'avoir aussi ton éclairage, Antoine, par rapport à la dimension scientifique. Et on voit qu'on est vraiment dans une approche One Health. C'est pas que là, c'est la santé de l'homme, la santé des hommes, la santé des animaux et la santé de l'environnement, et tout est interfacé. Donc on vous propose maintenant d'avoir un dernier éclairage avec une initiative notamment du mouvement fédéral, puisque ce projet est aussi porté en partenariat avec le CROSS, donc le Comité régional olympique et sportif Hauts-de-France, et ça nous semblait pertinent d'avoir un éclairage d'une fédération. Donc la Fédération française d'athlétisme, on va passer le PowerPoint. Donc on devait avoir normalement la vice-présidente déléguée en charge des clubs, Emmanuelle Gégère, qui porte ce projet autour du sport santé et de la marche. Malheureusement, pour des raisons électorales en ce moment, elle ne pourra pas intervenir directement. Donc je vais me faire écho de son intervention qu'elle a portée, qu'elle a développée au sein de la fédération, et qui vous montre aussi, puisque Ulysse Perrin-Morales le citait fort bien, il y a un plan vélo et marche. Mais dans vélo et marche, il y avait beaucoup de choses dans ce plan sur le vélo, et c'est formidable cette accélération, mais on peut aussi faire des choses, bien évidemment, sur la marche. Et c'est un peu l'objet de l'intervention. Donc, est-ce qu'on peut passer la présentation ? Et voilà, pour vous donner un petit peu. Donc, la fédération a souhaité aussi s'engager, et on a un certain nombre d'acteurs qui nous écoutent, notamment autour de la marche. La Fédération française d'athlétisme est bien connue autour de la course à pied, du running, mais elle a aussi un véritable savoir-faire sur la marche, et notamment la marche active, avec une innovation qui est souhaitée. Alors le contexte, je rappelle, la marche est, selon les études de l'INJEP, donc l'organisme, la structure qui porte aussi tout ce qui est données, publications scientifiques du ministère des Sports, le CREDOC, c'est la première pratique physique en France. Elle jalonne toute notre existence, parce qu'on passe de la quadrupédie vers la bipédie chez le tout petit, et on maintient la bipédie le plus longtemps possible en avançant en âge. Donc c'est quelque chose qui est majeur au cœur de la vie des femmes et des hommes. Et donc c'est la première pratique physique en France, la deuxième étant la course à pied. Et donc voilà, c'est évidemment stratégique. C'est l'activité qui a le plus augmenté, et si j'associe aujourd'hui course et marche, ça représente 47% des pratiques déclarées par les Françaises et les Français à travers ces enquêtes du ministère. C'est l'activité qui a augmenté le plus, notamment on l'a vu avec les limitations liées au Covid, et qui a augmenté de 7 points entre 2018 et 2023. Donc il y a un vrai engouement pour se reconnecter avec son environnement, en marchant et en courant notamment, et qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural. Et puis, comme l'a dit Ulysse, il y a un plan vélo-marche 2023-2027 qui donne une grande part au vélo. Et pour la fédération, ça semblait évident, évidemment, de porter ce message autour aussi de la marche. Alors, pourquoi l'athlétisme est cohérent aujourd'hui? Parce que l'athlétisme est investi dans la marche, notamment la marche de Formule 1, celle que vous voyez en championnat aux Jeux Olympiques, où depuis plus de 50 ans, elle investit ce sujet à la fois à travers sa dimension compétitive, mais aussi de formation de haut niveau. On sait faire marcher à la Fédération française d'athlétisme à plus de 16-17 km/h. Donc juste, je redis pour les temps, les gens qui nous écoutent, c'est moins de 3 heures au marathon, en marchant. Donc cette fédération a une vraie expertise pour faire marcher les gens plus vite. Elle a également eu la délégation par le ministère des Sports depuis 2009 de la marche nordique, la marche avec des bâtons, qui permet de développer 80% donc des masses corporelles, des masses musculaires, et donc qui a un impact très intéressant dans une dynamique sport-santé. Donc elle développe un certain nombre d'initiatives autour de la formation, autour du développement de cette pratique, et puis également aussi dans une dimension compétitive, parce qu'il y a des compétitions de marche nordique qui peuvent également se faire. Très complémentaire évidemment de la course, du running. Et donc ça nous semblait assez évident pour la fédération de porter ce message autour de la marche active, d'une marche un peu plus rapide, qui soit complémentaire entre une marche très compétitive de Formule 1, comme on l'a dit, une marche plutôt naturelle, plutôt en milieu, en espace naturel, la marche nordique, et une marche active qui rejoint tous nos sujets qu'on a évoqués avec Ulysse et avec Antoine, pour essayer d'apprendre à son quotidien à marcher un peu plus et plus vite. Juste pour vous redonner un petit éclairage, quand je sais marcher à 6 km/h au moins et plus à 6 km/h, j'ai pratiquement
40% de risque de prévalence, de tendance à développer un diabète de type 2, 39% exactement. Donc ça vaut le coup de faire marcher les gens un petit peu plus en quantité. On rappelle que les recommandations, elles sont aujourd'hui autour de 6 000 pas par jour, pas 10 000 pas, mais 6 000 pas par jour. Ça rejoint les recommandations évoquées par Antoine. Et donc de le faire, mais de savoir à quelle allure on le fait et de le faire un petit peu plus vite. Parce que c'est un meilleur impact pour ses capacités cardio-respiratoires, pour son métabolisme, mais aussi pour sa fréquence cardiaque au repos. Donc aujourd'hui, cette marche est vraiment d'accompagner les Françaises et les Français sur l'identification des allures de marche. Vous interrogez un certain nombre de personnes, de citoyennes, de citoyens, ils vous disent à quelle allure ils conduisent, il y a un compteur. En général, on sait à quelle allure on court, parce qu'on a une montre, on sait à quelle allure on fait du vélo, mais la marche, quand vous interrogez des gens, ça va de 2 à 12 km/h, donc c'est un petit peu n'importe quoi. Donc l'idée, c'est de percevoir et de repenser, de percevoir ces allures de marche. Donc c'est aussi de maîtriser son rapport espace-temps. Nous en parlions en aparté tout à l'heure avec Ulysse Perrin-Morales. Quand on voit les gens pour un déplacement de 2 ou 3 km qui prennent leur voiture, finalement, c'est de se dire que 2 km, même 1 km, c'est 10 minutes si je marche bon train, c'est 20 minutes si je marche lentement. Finalement, c'est pas le bout du monde. Quand je sais que pour prendre ma voiture, je dois me la sortir du garage ou en tout cas trouver de quoi me garer et puis avec les embouteillages inhérents. Donc c'est repenser notre espace-temps et de se dire qu'en fonction de ma vitesse de marche et des distances que je fais, tout ce qui est lié infra 2 à 3 km, je peux penser à le faire à pied. Mais pour ça, il faut que j'en sois incité. La même chose en vélo, tout ce qui est inférieur à 5-10 km, comme on l'a vu tout à l'heure, peut être repensé aussi en vélo. Et puis, c'est contribuer aux politiques publiques de promotion des mobilités actives, notamment dans la dynamisation, dans l'animation des cœurs de ville. Et c'est tout l'objet du plan vélo et marche, de se dire 0 à 3 km, je peux le faire finalement peut-être à pied. 0 à 5, je peux le faire peut-être en vélo, mais aussi en trottinette manuelle, utilisable sur les trottoirs. Et puis 0 à 10-12 km, je peux utiliser le vélo, qu'il soit ou pas assistance électrique. Donc en fait, la proposition, c'est notamment de débuter par un test où on va mesurer, on va déterminer sa vitesse de marche maximale à travers un test. Comme nous avons un test pour mesurer votre vitesse maximale aérobie, c'est de pouvoir mesurer votre vitesse de marche maximale. Et à partir de là, d'essayer d'inciter les gens à marcher plus et plus vite, et notamment le plus possible à 70 à 80% de leur vitesse maximale de marche. Exemple, si j'ai réussi à marcher à 8 km/h, on va vous inciter à marcher à 6 km/h, notamment dans vos déplacements, et à évidemment de vous donner des conseils pour essayer d'avoir des petits réflexes autour des escaliers et puis autour également des transports en commun. On va aussi mesurer la mobilité à travers l'évaluation de qualité proprioceptive orientée vers la marche active, avec un certain nombre d'ateliers où on va permettre aux gens de savoir lever correctement un genou, de savoir se fixer notamment sur un appui et d'être équilibré le long d'une piste, le long d'une ligne, pour pouvoir marcher en sécurité par rapport au fait de monter des escaliers et de pouvoir monter un trottoir correctement. Donc c'est vraiment un enjeu majeur, au même titre qu'un savoir roule à vélo, la fédération souhaite promouvoir un savoir marcher, et que marcher, même si ça paraît simple, ça s'apprend et surtout ça se maintient en avançant en âge, avec ou sans bâton. C'est tout l'objet de ce projet. Donc pour terminer, on voulait vous donner rendez-vous avec la Fédération française d'athlétisme, évidemment les deux partenaires engagés, le Crédit Mutuel et Sport 2000, et le ministère des Sports, maintenant le ministère des Sports, le nouveau nom de la jeunesse et de la vie associative. On a repris notre ancien nom, et à travers un événement qui va se dérouler le 6 octobre dans 6 villes de France. Donc n'hésitez pas à venir, c'est offert, c'est gratuit. On va permettre aux gens d'avoir un certain nombre de conseils pour marcher mieux et plus vite. Donc dans 6 villes de France, Valenciennes pour les Hauts-de-France, Paris, Clermont-Ferrand, Colmar, Salon de Provence et Toulouse. Et vraiment l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, essayer de voir tous les bénéfices. Antoine l'a montré tout à l'heure à travers son intervention. Mais donc d'en faire un lieu ludique où on va avoir des conseils,
des petits tests pour mesurer sa vitesse de marche, avoir un circuit de 2 à 3 km où on va apprendre à mesurer ses allures et prendre conscience de sa vitesse de marche et se rendre compte que finalement, je peux repenser mes mobilités du quotidien, avoir des conseils autour de la forme, de la nutrition, et puis aussi du plaisir à travers des moments de convivialité. Voilà, cette initiative est soutenue par l'Agence nationale du sport et évidemment portée dans le cadre de la grande cause qui nous rassemble et qui nous anime autour du sport santé. On vous propose de revenir, et peut-être si Antoine Noël peut revenir parmi nous, et puis de passer un temps de questions pour tenir nos délais pour les personnes qui nous écoutent. Merci Antoine Noël pour ton intervention, très appréciée. Merci Ulysse aussi pour la parole de l'État dans cette belle dynamique. Ça nous semblait important de pouvoir évoquer ces mobilités actives et douces au cœur de ces sujets de sport santé et de prévention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On peut faire passer un micro ou en ligne. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous avez à la fois la parole de l'État avec Ulysse et à la fois l'éclairage scientifique, et on l'a vu, ô combien important par rapport à ces sujets qui nous rassemblent aujourd'hui. Pas une question en fait, c'est un. Alors, je laisse la parole à Fanny. Une remarque de Xavier concernant le vélo du début de conférence. Initiative que je reconnais intéressante, mais certaines villes sont dépourvues de pistes cyclables dignes de ce nom, donc pour la sécurité des cyclistes, il reste du travail. Donc il pensait à Amiens, certains secteurs restent dangereux, surtout pour les enfants. Ouais, je partage le constat. Il faut avoir une approche la plus globale possible. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai que Amiens, c'est un exemple d'une urbanisation qui est particulière, avec des routes qui parfois vont dans un sens, parfois dans l'autre, avec un aménagement urbain qui est assez particulier, qui laisse aujourd'hui, à ce jour, peu de place pour notamment justement les pistes cyclables. Mais justement, maintenant qu'on a les collectivités territoriales qui peuvent être éligibles sur du savoir rouler à vélo, on essaye de prôner cette approche globale et leur dire ok, mais au-delà de penser que les jeunes puissent aller rouler sur des terrains ruraux, en forêt, etc., il faut aussi offrir les possibilités pour qu'ils soient in situ au milieu des voitures. Et donc ça repense ça incite à penser toute la mobilité de leur ville et à l'aménagement urbain aussi, qui est souvent une compétence des métropoles, dont celle d'Amiens. Donc on prône, nous aussi, cet aménagement et cette approche globale. Merci Ulysse. Je ne sais pas si tu veux dire par rapport à l'impact, Antoine, sur les sujets de sécurité, d'environnement, parce que tu as parlé aussi de l'environnement par rapport au verdissement de l'environnement pour pratiquer, mais voilà, l'impact un peu de ces sujets de sécurité sur la promotion des mobilités actives et douces. Ah non, clairement, c'est sûr que la sécurité, c'est un facteur majeur pour inciter la pratique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce soit en France, à des niveaux régionaux, jusqu'au niveau national et voire international, malgré tout, l'exposition au risque lié au déplacement actif est plutôt, si on prend une balance, évidemment, il y a des accidents graves, mais il peut aussi en avoir en voiture. Mais en tout cas, il montre que malgré tout, la balance bénéfice-risque est favorable. Même si évidemment ça pondère, et c'est un vrai enjeu, et c'est pas évident parce que les villes actuelles doivent repenser toute leur urbanisation, et ce sont des coûts importants, et puis il y a le contexte économique qui est aussi compliqué à prendre en compte, parce que forcément ça nécessite beaucoup d'investissements, de sécuriser les pratiques et les pistes cyclables notamment. Merci Antoine. On le voit vraiment et encore une fois, vous le voyez notamment pour celles et ceux qui nous écoutent, issus plutôt de métropole, on voit qu'il y a une transformation. Ulysse citait justement, c'est plutôt une compétence intercommunale de métropole. On le voit sur l'île, 50 km par an qui sont créés, en plus de tout ce qui est rénové. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de redonner plus de place. En fait, on a laissé beaucoup de place aux voitures, et de donner plus de place et d'essayer d'avoir un mix de mobilité, parce que nous n'enlèverons pas non plus des gens qui viennent de loin avoir la possibilité de venir en voiture. Mais on le voit, je pense à des villes comme Strasbourg, où on peut se garer un petit peu plus loin, on peut repenser nos mobilités, et notamment les derniers kilomètres. Et c'est un sujet évidemment majeur, comme aussi la sécurisation et prévenir les vols de vélos, qui sont aussi un sujet, un levier important. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ? De Fabrice, le vélo, c'est aussi des temps de trajet fixes pour aller travailler, pas de stress d'être en retard, et même aujourd'hui des itinéraires touristiques avec des pistes cyclables.
Tout à fait. On ne peut qu'acquiescer. Et merci pour cette remarque, Fabrice. Merci. Alors je suppose que c'est Fabrice Dunia, notre collègue que je salue, qui nous a aidé à faire ce lien avec Ulysse. Donc notre collègue qui s'occupe du sport santé au sein de la direction des sports. Merci Fabrice pour tes remarques et ton soutien pour cette contribution autour des mobilités actives. C'est aussi de se dire que forcément, on pense souvent au déplacement. Et toi, Antoine, qui nous écoute de cette belle région du Sud, du Grand Sud, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est pas forcément que lié aux conditions climatiques, puisqu'on voit que des pays nordiques, et on pense juste à côté de notre belle région, donc en Belgique ou en Hollande. Belgique, c'est le sport numéro 1, la pratique sportive. Ça n'est pas que lié à des pratiques, à des conditions météorologiques, c'est aussi lié à, encore une fois, un aménagement de l'environnement et une culture, cette fameuse culture vélo et cette culture autour des mobilités actives de quitter sa voiture. Est-ce qu'il y a encore une remarque ou non, pas de choses complémentaires? Oui, alors une question, Fanny. Question de Thierry Collet. Les bénéfices santé du vélo sont-ils équivalents en vélo électrique? Antoine, sur l'impact du e-bike que tu as évoqué sur un de tes graphiques, est-ce que l'impact du e-vélo? Alors, il n'est pas aussi important que du vélo entre guillemets normal, mais l'impact reste positif parce que c'est comme dit les nouvelles recommandations de l'OMS, chaque mouvement compte. Donc même si le mouvement est facilité, aidé, il a malgré tout c'est un mouvement en plus, donc il compte et il est bénéfique pour la santé de la population. Et puis comme nous le disions en aparté avec Ulysse, c'est aussi permettre d'aller plus loin, avec des déplacements plus loin, et notamment quand on est dans une zone un peu plus vallonnée, de pas forcément arriver, si on n'a pas de douche en arrivant au travail, de pouvoir arriver dans des conditions correctes. Donc c'est aussi, et on parlait de remise en selle tout à l'heure avec Ulysse Perrin-Morales, c'est aussi de pouvoir aussi permettre à des seniors de se remettre plus facilement en avançant en âge, et puis de pouvoir régler aussi, de se dire à un moment donné, je peux régler la difficulté, et donc on reste bien sur un effort physique. Donc le vélo ou le vélo électrique ont un impact majeur, comme la marche évidemment. Je vous propose qu'on puisse, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on puisse terminer. On vous remercie, en tout cas, je remercie nos intervenants, donc Ulysse Perrin-Morales pour la parole de l'État, avec l'écho de la direction des sports, et merci pour ton intervention, à la fois sur le plan vélo et marche, mais aussi sur le savoir rouler avec l'illustration en région. Et vraiment, c'est un sujet que l'État souhaite porter très fortement, en lien avec un bon nombre d'acteurs, vous l'avez vu, associatifs, avec la sécurité routière, mais aussi avec des acteurs privés, qui ont toutes et tous quelque chose à amener. Je remercie Antoine Noël Racine pour ton intervention. On se verra et on te proposera de venir nous rejoindre la prochaine fois avec grand plaisir. On te fera partager les douceurs de notre belle région, les frites et puis une bonne bière bien évidemment. Donc dans la convivialité bien sûr. Mais merci pour ton intervention très appréciée Antoine Noël, et de ramener aussi sur ces sujets de santé qui nous sont chers à travers ces entretiens sport santé prévention. Je remercie évidemment le témoignage de la Fédération française d'athlétisme, donc pour illustrer aussi qu'il y a plusieurs activités possibles et plusieurs mobilités, et il y a le vélo, mais il y a la marche notamment. Je remercie en tout cas l'équipe d'organisation, Alice Adédine à la technique, Fanny Pruvot aussi qui vous écrit, l'ensemble des personnes qui ont contribué, Fabrice Dunier en distanciel, ainsi que Sophie Bochard qu'on salue et à qui on souhaite un bon rétablissement. Donc voilà, pour avoir amené ces contenus et ces expertises. On vous remercie toutes et tous de suivre cette initiative des services de l'État, la Drages Hauts-de-France, l'ARS Hauts-de-France, en partenariat avec le Cross Hauts-de-France et 135 BPM, le premier campus du sport, qui est aussi Made in Hauts-de-France, ainsi que l'Arena Stade Couvert qui nous accueille dans ces magnifiques locaux. On vous donne rendez-vous le 30 octobre prochain pour la fin du cycle pour un 4e entretien sport santé prévention, toujours dans le cadre de la grande cause. C'est pour ça que ça aura lieu le 30 octobre, et ça sera avec un sujet stratégique. N'hésitez pas à en faire la promotion autour de vous, autour notamment des maladies chroniques et des facteurs de risque, sujet hautement stratégique dans le domaine évidemment du sport santé. On va le co-construire avec les services de l'État et notamment notre collègue Inde Tizakti qu'on salue là-dessus. J'en profite également pour vous inciter, pour les personnes qui sont des Hauts-de-France, à vous donner rendez-vous vendredi
le rendez-vous incontournable du sport santé. Ce seront les rencontres régionales sport santé en Hauts-de-France, organisées par le CROSS, le comité régional olympique et sportif, donc à Marcq-en-Barœul toute la journée de vendredi. Donc ce temps fort s'inscrit en complémentarité des entretiens sport santé prévention. Vous pouvez retrouver, on vous le mettra dans le partage, donc les rencontres régionales sport santé à Marcq-en-Barœul ce vendredi. N'hésitez pas à venir. Beaucoup d'interventions passionnantes toute la journée. Et puis c'est sur le site, on a mis le relais et on vous partagera ce lien. Donc n'hésitez pas à rejoindre pour ce temps fort, également soutenu par les services de l'État. On vous dit à très bientôt. Vive le sport santé. Et puis écoutez, n'hésitez pas à faire la promo de cette initiative Made in Hauts-de-France au service du sport santé et de la prévention. Au revoir.